en proposant à une personne de faire le plaidoyer du suicide et de se lancer dans ce grand plaidoyer de l'enfer. Si vous étiez contenté de demander « peut-on partir avant la fin ?» même l'affirmative, déjà passablement morbide, se défendait. Effectivement, expliquer à un jeune collaborateur en M&A que les 40 prochaines années de sa vie sont scellées, et qu'après tout, c'est une possibilité qui ne doit pas forcément être exclue. Voilà, c'était envisageable. Je mets donc en garde ceux qui s'apprêtent à plaider l'affirmative. Prenez garde, ne tombez pas dans le piège des rédacteurs, reconsidérez la menace pénale qui plane au-dessus de vos têtes. La plaider l'affirmative, c'est encourager au suicide. Et je dois vous confesser qu'en réalité, l'histoire de la pièce tout à l'heure, du choix, de la prise de position, en fait, j'ai choisi la négative, surtout parce que j'avais peur de finir derrière les barreaux. Pardon? Lâcheté? Encore une fois, j'entends votre position, mais je parlerai plutôt de dignité, de conscience et d'humanité. Je vous laisse donc face à votre conscience, et j'espère une chose, c'est que si vous décidez de vous lancer véritablement dans cette sordide plaidoirie, vous avez assuré vos arrières et avez d'ores et déjà pris contact avec un avocat prêt à vous épauler, un avocat qui ne se débinera pas, qui ne partira pas avant la fin. Ce n'est pas le cas, il doit me rester une carte de visite. Merci. Merci, monsieur Boismenu. Je crois que vous avez convaincu la prochaine oratrice, puisqu'elle ne va pas plaider sur l'affirmative, mais sur la négative. Je m'appelle madame Claudia Botin. La pluie, elle parle. Elle te dit, ne pleure pas, mon amour. Elle te dit de prendre un moment, de fermer les yeux et écouter les battements de ton cœur. Jeanne, ne saute pas, Jeanne. Entends-tu cet écho à ton cœur? C'est le cœur de la femme que tu portes et qui bat en même temps que le tien. Écoute la pluie, Jeanne. Maudit n'est plus là, mais toi oui. Et ton enfant ne demande que de vivre et de faire vivre la mémoire de Modigliani. Ne pars pas, Jeanne, pas avant que ta vie ne soit réellement finie. Faut-il partir avant la fin? Faut-il tout abandonner avant que le rideau nous tombe sous la vie, ses joies, ses peines? Faut-il partir du foyer, quitter son amant alors que la relation n'est pas encore finie? Faut-il quitter la voie de son talent avant que les lauriers de la gloire ne soient ternis par la fin approchante? Faut-il réellement partir avant la fin? Ce soir, Jeanne a décidé de partir pour suivre son amant dans le silence glacial de la nuit éternelle. Elle est encore si jeune. Elle devrait accoucher bientôt pour la seconde fois. Ce soir, cette lourde question est posée à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Allez-vous lui dire oui? Pardon. Oh Jeanne, si tu pouvais m'entendre, je te dirais que non. Il ne faut pas partir avant la fin. Mesdames et messieurs les secrétaires, monsieur le représentant du bâtonnier, confrères, ce soir, vous avez le pouvoir d'empêcher un drame. Vous avez le pouvoir d'empêcher une âme de sombrer dans le désespoir infini. Ce soir, Jeanne vous demande à vous si elle devrait partir. Je suis convaincue que peu importe la situation qui mène à cette question, il ne faut jamais partir avant la fin. Regardez autour de vous. Regardez comment le cycle de la vie avance et se répète grâce à ces nuages. Les oiseaux ne quittent pas leur nid avant la fin de leur enfance, avant d'apprendre à voler de leurs propres ailes. Les feuilles ne quittent pas les branches qui les retiennent avant que l'automne ne vienne les pousser vers la terre avec son souffle. Le soleil ne quitte pas la voûte céleste avant l'arrivée du crépuscule,
qui l'enveloppe avec son sombre manteau. Nous non plus, nous ne devons pas quitter notre destin avant la fin. Une bataille quittée avant qu'elle ait commencé ne sera jamais une bataille gagnée. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un conquérant entré en conflit avec des politiciens de sa patrie. Il décida alors de franchir la rivière sacrée, qu'aucune armée ne saurait franchir sans déclencher une guerre civile, et il marcha sur la capitale. Un défenseur de la ville fut nommé, mais pris de court, il dut s'enfuir. Notre guerrier le suivra, malgré la fatigue et la famine qui accompagnaient ces hommes. Enfin, ces deux anciens frères d'armes se retrouvèrent face à face à Pharsale. Notre guerrier ne disposait que de 2 fois moins d'hommes, fatigués, affamés. Et pourtant, c'est lui qui gagnera cette bataille. Le sort avait été jeté. Allez à Iactaès. Dites-moi, vous qui m'écoutez ce soir, quelle sorte de tête aurait-il pompé si César avait choisi de tourner les sandales et de quitter la bataille avant la fin? Car oui, notre guerrier victorieux s'appelait Jules César, et il ne fut pas le seul à avoir marqué l'histoire avec des traces de batailles glorieuses qui semblaient perdues d'avance et pour lesquelles un autre destin attendait. Mais ce n'est qu'une histoire sur la gloire des hommes. Pour Jeanne, cette histoire ne remplira pas le vide qui l'entoure. Tant de glace et de feu coulent à la fois dans ses veines à ce moment de sa vie. Aucune gloire ne peut attendre l'infini que l'amour d'une femme peut contenir pour un homme. Ce feu qui consomme les entrailles et qui pousse vers l'insensé. Avez-vous, rien qu'une fois, observé le bois qui brûle, la flamme qui danse avec passion dans la cheminée, le bruit du bois qui s'enflamme et la flamme qui s'élève vers le ciel? L'âme de Jeanne est en train de brûler devant vous ce soir. Elle rêve de partir, de s'envoler. Elle aurait pu le quitter, Modigliani, son amour. Elle aurait pu écouter sa famille et partir avant que la maladie ne l'emporte. Et pourtant, en dépit de toutes les épreuves sur son chemin, elle est restée auprès de lui. Jeanne, je vois tes longs cheveux tomber sur ta nuque, ta tête baissée, tes larmes qui coulent. C'est vrai, Maudit n'est plus là, Jeanne. Certains comprendront peut-être ton geste. Ils te diront que nous pouvons choisir de partir avant la fin. Choisir ce moment pour quitter quelque chose ou quelqu'un, ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Nous sommes, après tout, libres de nos décisions. La liberté signifierait aussi que l'on puisse quitter la vie même au plus heureux moment pour ne plus connaître la tristesse. Vous qui m'écoutez ce soir, dites-moi, si quelqu'un vous pose la question, mais d'une manière tout à fait banale, quelle serait, en toute honnêteté, votre première réaction? Faut-il partir avant la fin? Beaucoup répondront par l'affirmative. Certains diront que les artistes, chanteurs, grands sportifs devaient partir au sommet de leur gloire la tête haute. Pour faire court, ils vous diront que Zidane aurait dû quitter ce maudit terrain de foot avant son coup de tête. D'autres diront qu'il faut partir de son foyer et abandonner son conjoint quand l'harmonie a quitté les lieux afin de s'épargner des souffrances inutiles. Les fêtards, qui ont développé un certain sens esthétique pour programmer leur sortie, vous diront qu'ils vont toujours partir avant la fin d'une fête et garder en mémoire que les meilleurs moments de la soirée. Enfin, nous avons tous pris l'habitude de partir avant la fin dans la vie de tous les jours. Nous changeons de chaîne de télévision si un film nous paraît mauvais après l'avoir regardé après quelques instants. Au moment de bâtir une relation avec quelqu'un, à la moindre difficulté, le départ est déjà programmé pour se lancer dans de nouvelles conquêtes Tinder. Et même quand il s'agit tout simplement d'écouter quelqu'un parler pendant quelques minutes, notre esprit part avant la fin
pour vadrouiller ailleurs. Notre société part souvent avant la fin. Pourtant, en prenant la peine de nous poser, de respirer, d'apprécier ce qui nous entoure, la beauté du refus de l'abandon, du combat pour quelque chose ou quelqu'un pourrait faire son apparition dans nos vies. Voilà pourquoi les adeptes de départ avant la fin pourront vous toucher pendant quelques instants. Ne croyez pas à leurs belles paroles. Ne vous laissez pas leurrer par leur discours. C'est la facilité qui parle à travers eux. Ce soir, Jeanne est là, devant vous. Elle se prépare à glisser vers le précipice. Dites-lui de ne pas partir, de vivre, de rester jusqu'à la fin, de ne pas tuer l'enfant qui vit à elle. Dites-lui que son amour ne la quittera jamais, que Modiali vivra à travers elle, à travers ses enfants. Je vous en conjure, dites-lui qu'il ne faut pas partir avant la fin. La nuit est glaciale, la pluie tombe, telle de larmes froides. Jeanne, ne pars pas, Jeanne. Merci, Madame Botin. Et maintenant, sur un autre sujet, l'homme est-il une femme comme les autres? Sur l'affirmative, j'appelle Madame Sophie Le Porte. L'homme est-il une femme comme les autres? L'homme est-il une femme comme les autres? Comment? Mais je ne vois pas les hommes de cette salle se lever, partir, claquer la porte, hurler au scandale. Mais messieurs, avez-vous bien entendu? Avez-vous bien compris? Mais cette phrase est la subversion même. Cette phrase est l'ignominie incarnée. Non seulement vous autres, les hommes, vous ne seriez plus le talon, la mesure de référence de cette société, mais vous seriez remplacé par la femme avec un petit F. Mais attendez, mais non, lisez bien, pas seulement un petit F, pire, la femme comme les autres, celle que personne ne remarque, celle qui ne sort pas du lot. Vous savez, cette femme sur laquelle personne ne s'arrête, qui ne susciterait que votre indifférence si ce n'était pas votre voisine de palier. Et on comparait l'homme à elle. L'auteur de cette phrase aurait au moins pu avoir la décence de comparer l'homme à des femmes de choix, des femmes comme Marie Curie ou Hannah Arendt, des femmes qui auraient mérité qu'on les appelle monsieur. Mais non. Mais non. Le vice, la provocation va jusqu'à choisir celle comme les autres. Mais messieurs, ne partez pas. Restez. Venez discuter de ce qu'au fond, vous savez depuis l'enfance. Venez discuter de votre lutte pour que le mythe social n'explose pas au grand jour. Oui, vous le connaissez bien, ce mythe. Vous en êtes les créateurs. Quelle a été votre principale idée? Eh bien, tout simplement, conduire l'humanité sur la seule différence valable entre l'homme et la femme, la force physique. En ajoutant parfois des intrigues sur un outil qui pend entre vos jambes et que ça tape vers le cerveau. Le problème, monsieur,
c'est que vous vous êtes laissé prendre à votre propre jeu. Vous y avez cru à vos différences avec la femme. Et vous vous êtes piégé tout seul. Et si la femme n'était pas venue vous extirper de votre rêve devenu cauchemar, vous y croiriez encore à cette fameuse règle de grammaire. Le masculin l'emporte sur le féminin. Sans aucun doute, la règle de grammaire la mieux appliquée par tous les petits garçons français. Mais cette règle ne vaut plus, n'a jamais valu. L'homme est et a toujours été une femme, comme les autres. Et si vous avez inventé cette grande histoire de la supériorité factice du genre masculin sur le genre féminin, qui est quand même un des plus gros succès de l'humanité, c'est que vous saviez dès le début qu'elle ne pouvait tenir sur rien d'autre que la différence physique. Il fallait vous empresser de tourner cet avantage en puissance surplombant la société, faisant de vous les maîtres. Vous avez été malins, géniaux même. Vous avez profité du moment où l'humanité sortait de sa grotte, découvrait la vie sédentaire et l'agriculture, s'installait avec veaux, vaches, cochons et femmes pour asseoir votre supériorité. Parce que oui, évidemment, cette vie s'est accompagnée d'une nouvelle technologie. Les outils agricoles firent leur apparition et une femme n'a pas le même coup de hache que l'homme. Pour pousser la charrue, elle n'est pas non plus la mieux placée. Impossible de survivre sans les hommes dans cette société. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Vous n'avez qu'à leur dire les hommes. Mais cette fiction, d'environ 100 000 saisons à 365 épisodes par saison, au scénario redondant, avait besoin d'un petit truc en plus pour ne pas être lassante. Là a été le coup de maître des hommes. Utiliser cette seule différence visible certes mais unique, la transformer en atout supérieur, et surtout en faire découler, au fil des siècles, sans aucune argumentation logique, inutile, les hommes sont les plus forts, ils ont raison, d'autres atouts qui ne seraient attribués qu'aux hommes. Mais enfin, c'est évident que comme l'homme est plus fort, il est plus intelligent. Bon, voyons, mais ça crève les yeux. Seul un être suffisamment musclé peut être doté d'un sens logique. Les femmes ne peuvent pas porter un tronc d'arbre, ne peuvent pas comprendre les discussions d'affaires, les enjeux de pouvoir. D'ailleurs, inutile de leur poser la question pour savoir si cela les intéresse. Cela ne les intéresse évidemment pas. Et c'est à se demander si elles comprendraient même la question. De là, les hommes ont tranquillement institutionnalisé leur société mythique. Prenez la religion catholique en France, par exemple. Durant des siècles, elle a été une institution purement masculine, régulant la population française, homme comme femme. Le père et le fils ont eu droit à tous les honneurs, gloire à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et Marie, un simple salut poli pour son charme et sa grâce. Coup de maître? Vraiment? Des pures bêtises, oui! Ils n'ont pas vu venir. Ils pensaient être maîtres de leur destin grâce à cette société qui ne pouvait tenir que grâce à eux. Mais en réalité, ce eux est restrictif, ne correspond qu'aux critères qu'ils se sont eux-mêmes infligés. Impossible de sortir du schéma qu'ils s'étaient dessinés pour être libres. La liberté qu'ils se sont racontée